Uderzo. Bonjour Patrick. Quel plaisir de vous recevoir, parce qu'avec vous, il y a tellement de personnages, on les voit arriver comme ça, les Papa, les Bellois, les Tanguy et la Verdure, évidemment, Astérix, Obélix, Abracourcix, ils sont là. Une là. très grosse famille derrière moi. Ils ne sont pas venus ici parce que ça n'aurait pas tenu dans la pièce. Ils sont nombreux, ils font du bruit, ils sont complètement, ils sont pleins de vie, quoi. Hein. Ah, ils sont pleins de vie, oui. Ils sont beaucoup plus vieux que moi d'ailleurs. Ils vous ressemblent, tous ces personnages, Albert Uderzo. Ne dites pas ça, je vais pas un aussi gros quand même. Mais par là, ce sont vos enfants, ce sont vos créatures. Oui, qui sont déjà vieillots parce que là maintenant, Astérix, on a fêté ses 50 ans il y a 2 ans, donc il a 52 ans maintenant. Et quant à Papa, il y a 1 an de plus. Papa est né en 58. C'est jeune Astérix encore, en 59, c'est le plus âgé quand même. Oui, mais moi j'avais noté le Prince Rollin, Captain Marvel Junior. Ah oui, mais vous alors, avez mais c'est une ménagerie. Hein, vous allez à la préhistoire là. Mais ce qui est ça, c'est que quand vous avez commencé comme ça, vous avez créé tout de suite des personnages. Oui, j'étais un jeune fou qui avait une envie de raconter des histoires à travers une bande dessinée évidemment. Et c'était plus fort que moi. Il fallait que j'aille trouver des histoires. Alors j'étais très influencé par justement les comment dirais-je, toute cette période où on parlait des légendes avec les chevaliers de la table ronde et compagnie, quoi. Ce qui fait que j'ai fait une sorte de chevalier qui était un peu Schwarzenegger avant la lettre. Oui. Il fallait qu'il soit très musclé. Habillé. Hein. Il fallait que les enfants aient envie de lui ressembler à cet musclé, Papa. Oui, Hein. oui, Papa, c'est pareil. C'est devenu un bonhomme assez musclé. Et c'est parce que je faisais, moi, à ce moment-là, je fréquentais des clubs de culture physique. On n'appelle plus ça la culture physique maintenant. Vous savez, où on se gonfle les muscles, tout ça. Mais ça m'a appris justement à connaître l'anatomie humaine. Des faits, à force de se regarder dans une glace, on sait qu'un muscle est attaché comme ça. Et ça m'avait terriblement servi. Parce que je n'ai jamais fait d'études de dessin. Hein. C'est venu tout de suite. C'est même votre frère qui a dit, t'as un don quand même, Alberto. Oui, mon frère aîné qui m'a d'ailleurs mis le pied dans l'étrier, sans le savoir d'ailleurs. Nous étions en 1940, ça remonte à loin. Il partait, lui, au service militaire parce que c'était la guerre. Et il m'a dit, avant de partir, plutôt que de te voir traîner dans les rues pendant les périodes de vacances scolaires, je vais t'inscrire dans une maison d'édition à Paris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le pied dans l'histoire. J'ai rencontré là-bas, dans cette maison d'édition qui s'appelait, qui était au 43 rue de Dunkerque, la SPE, Société Parisienne d'Édition. Et j'ai rencontré des dessinateurs merveilleux, comme Calvo. Oh non, Charlier, t'es pas né encore, lui. Non, Calvo, Matt, des tas de gens très connus à cette époque. Hein. Oui. Et l'envie de ressembler à quoi? Walt Disney, c'était ça un petit peu. Oui, moi, c'est Disney qui m'a donné envie de raconter des histoires à sa façon, quoi. Oui, très animé, évidemment influencé par le dessin animé. Oui, d'ailleurs, je voulais faire du dessin animé, j'en ai fait d'ailleurs. Et puis j'ai vite compris que c'était pas mon truc. Parce que les dessins peuvent être animés, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique dans le dessin. Il y a beaucoup de rythme dans les personnages, de mouvements. Oui, sinon c'est pas la peine de raconter une histoire avec des dessins. Quand on fait des images d'Épinal, évidemment, c'est pas tellement mouvant. Il faut lancer le personnage dans un mouvement qui soit explicite et qui explique véritablement ce que le personnage va faire, même par après. Donc c'est une combine facile à réaliser, mais encore faut-il avoir, paraît-il, le sens du mouvement. Ouais. Et Al Uderzo va devenir Albert, mais surtout il y a la rencontre avec René Goscinny. Parce que alors si je vous parle de Poussin et Poussif, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est un des premiers personnages qu'on a fait ensemble, quoique le tout premier personnage que nous avions créé ensemble, quand nous nous sommes rencontrés en 1951, c'était Papa. Carrément Papa. Oui. Et Poussin et Poussif arrivé après, la famille Moutonnet. La famille Moutonnet, oui, vous avez. Il y a du monde. Vous connaissez vos classiques.
Il y a du monde. Mais quelle idée d'aller vivre dans un HLM au 3e étage, pas loin de la rue d'Alésia, paraît-il d'ailleurs, c'était Oui. prémonitoire. La rue d'Alésia faisait l'angle de la rue où nous étions, qui s'appelait la rue Rameau, À Bobigny. à Babigny, bien sûr, face au grand cimetière parisien de Pantin. On avait une vue magnifique. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors évidemment, il y a les Fables de La Fontaine. Vous avez toujours aimé les Fables de La Fontaine? Oui, parce que j'aimais dessiner les animaux, à cause de Disney d'ailleurs. Mais c'était pas ce qu'on voulait faire. On croyait avoir une bonne idée en créant le roman de Renard. Vous savez que ça fait partie du classicisme français. Et le roman de Renard, il nous semblait que c'était une bonne idée de faire ça justement en se rapprochant évidemment des animaux de Disney. Et puis j'ai fait une première page qui avait été donc écrite par René Goscinny, et quelqu'un nous a dit à ce moment-là, méfiez-vous, vous croyez faire du neuf, mais il y a un autre dessinateur qui s'appelle Jean Trubert, qui est en cours de création. Quelle chance, hein. Et alors il a fallu qu'on change de fusil d'épaule. On était à 3 mois de la sortie du numéro 1. C'est vrai que vous de étiez Pilote. autour d'un petit apéritif là, sur la terrasse, Exactement. tranquillement. On fumait un peu comme des pompiers. Et je me rappelle qu'il faisait très chaud, on buvait pas mal. Et puis, voilà, René m'a dit, écoute, donne-moi des trucs à partir de la création de l'homme. Alors j'ai dit, l'homme préhistorique, non, il dit, ça a déjà été fait. Je dis tout naturellement, les Gaulois. Ah, les Gaulois, tiens, ça n'a jamais été fait. Ce qui est une erreur d'ailleurs, parce qu'on a appris après que certains dessinateurs avaient fait, dont d'ailleurs un personnage qu'on ne connaît plus maintenant, qui s'appelait Jean Nohain. Oui. Jean Nohain nous avait rattrapé un jour lors d'une émission de télé ou de radio, et il nous avait dit, vous savez que vous m'avez copié parce que moi j'ai fait une histoire de Gaulois. Je ne sais plus quelle était la Totorix, je crois, un truc comme ça. Alors on s'est excusé, mais on ne pouvait pas lui dire. On était obligé de tout effacer, on recommence. Ça serait embêtant. Oui, c'est un peu embêtant. Non, il disait ça en plaisantant, bien sûr. Le premier personnage, c'est Astérix. Mais alors, vous le voyez évidemment grand et fort. Puis il va Alors, devenir oui. tout petit, mais fort. Oui, toujours ma maladie doit faire des athlètes. C'était finalement un truc qui m'arrivait souvent. Et là, René m'a dit non, il faut qu'on fasse plutôt presque un anti-héros qui soit petit, pas tellement beau, mais ça, je te fais confiance, me dit-il. Mais parce que voilà, en fait, nous avions souvent été sollicités par les directeurs de presse à l'époque pour faire des sous-Tintin, parce que Tintin étant le grand personnage magistral que l'on sait, tout le monde voulait faire du sous-Tintin. Alors on nous demandait de faire toujours des petits reporters qui étaient accompagnés d'un second couteau et accompagnés d'un chien, bien sûr. Ce qu'on a fait, mais à contre-cœur, parce que c'était pas, on créait rien du tout là. Et par réaction, donc Goscinny m'a dit, on fait vraiment un petit personnage laid qui est malin, qui est pas forcément intelligent, mais il est malin. Bon. Et puis, comme j'ai fait déjà un premier personnage d'Astérix qui était plutôt assez bien bâti, j'ai continué à en faire un à côté, qui n'était pas prévu. Faut pas qu'il soit tout seul. Hein. Faut pas qu'il soit tout seul. Et René m'a dit, bon, écoute, t'es têtu comme une brique, bon, on va le mettre, mais enfin, on va pas tellement l'utiliser. Et comme je ne savais pas du tout quoi lui faire faire, je lui ai fait porter un menhir parce qu'ils étaient en territoire breton. Puis voilà comment est né Obélix. Mais il était tout de suite un peu gros parce que, enfin, plutôt enveloppé, hein, comme on dit, pas gros. Enveloppé, Hein. il était Oui. plutôt fort, il était plutôt large d'épaule. Et c'est après que je l'ai fait dégonfler du haut pour rattraper un peu sur le bas. Mais c'est un cœur tendre. Ben, il est tombé dedans étant petit déjà, donc Oui, bon, alors ça après, évidemment, arrange les choses dans la vie. Hein. on lui a donné après un rôle plus important. Et là, René Goscinny s'est rendu compte qu'il était important d'avoir un compère, justement, qui soit plus naïf, mais qui soit attachant vis-à-vis des enfants. Ouais. Et puis tout éternellement amoureux, mais il n'arrivera jamais évidemment avec cette merveilleuse falbala. Mais alors là, il y a un album anniversaire d'Astérix et Obélix. Il y a une de presse, je sais pas si on va pouvoir l'avoir. Astérix se marie. Ça, c'est incroyable. C'est possible ça Oui, non, on a qu'Astérix fait se des marie. suppositions. Parce que on sait très bien que tous les héros ne peuvent pas se marier pour une raison très simple. C'est qu'un héros qui se marie,
Bon, ils fondent une famille, et puis on est obligé de la calmer, hein, sinon, alors il n'y a plus d'aventure, il n'y a plus rien. C'est une vieille histoire d'ailleurs que on se souvenait avec Goscinny. Il y a un Américain qui avait fait un personnage et très connu là-bas aux États-Unis, qui sortait dans une bande dessinée sur la bande dessinée quotidienne, qui s'appelait Blondie. Je ne sais pas si les anciens qui nous écoutent retrouveront ce personnage. Or, Blondie, le dessinateur a été piégé par les lecteurs qui ont dit, mais enfin, ce personnage, c'est un jeune homme, quand est-ce qu'on va le voir se marier? Quand est-ce qu'il va fonder une famille? Ben, le type, il l'a marié, il l'a fiancé, il l'a marié. Il a marié, puis bon, il a commencé à vieillir, et puis il a eu un fils. Et il était prisonnier de ce truc-là. On voit ça, hein, Astérix, marié avec grand-père. Oui, alors, on s'est amusé à le faire, bien sûr. Comme ça, oui, parce que on va voir peut-être, je sais pas, vous avez même déformé des œuvres d'art. Alors là, quand même, vous y allez fort, Albert. Hein. Oui, on s'est amusé. Parce qu'Astérix se glisse au Louvre, il se glisse partout, hein. Oui, on s'est amusé à copier les grands classiques en y plaçant Astérix. On a fait, oui, on a osé, c'est scandaleux de ça, mais j'espère qu'on nous même la Joconde, évidemment, elle a perdu son magnifique sourire, mais elle est encore plus belle, là. Hein, c'est Falbala, quand même, c'est Falbala. Ouais. Il fallait quand même qu'elle soit présente. Hein. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que finalement, ces personnages sont universels. Astérix est universel dans le monde entier, il représente des valeurs. Puisque vous le dites, c'est peut-être vrai, mais vous savez, quand on crée un personnage comme ça, on est soi-même très étonné de voir la résultante, parce que personne ne s'attendait à ça, y compris d'ailleurs l'éditeur qui lui-même a subi avec ô combien de bonheur cette réussite, mais c'était loin d'être prévu à l'avance. Si on l'avait su, d'ailleurs, on aurait eu très peur avec Goscinny. Très peur. Et il y a évidemment en 77 la disparition de René. Eh oui. L'album, c'est évidemment une larme qui clôture l'album en question chez les Belges. Oui. Parce qu'évidemment, il est présent, il reste présent. Il y aura le Grand Fossé après, puis les autres albums qui arrivent derrière. C'est ça, oui. Mais toujours cette fidélité au personnage, à l'histoire, à tout cet univers que vous avez créé tous les deux ensemble. Oui, et je sais que ça m'a été reproché par certains d'ailleurs, d'avoir osé continuer à piocher sur les idées de Goscinny. J'ai voulu justement, alors que j'ai attendu très longtemps avant de le faire, j'ai attendu 2 ans après sa disparition, qui m'a évidemment complètement détruit, et je me disais que c'était fini pour mon jour. La première question est toute simple. Comment allez-vous ? Moi, je vais très bien. Le ciel ne m'est pas encore tombé sur la tête. J'espère que ça durera encore un peu. Sinon, tout va bien. Est-ce que, si je peux me permettre, avec toutes ces années qui sont passées, de création, de travail, vous regardez en arrière ou vous regardez toujours en avant, savoir ce qui va se passer? Non, je ne regarde jamais en arrière, parce que ça sert à rien. Bien que quelquefois, pour Astérix par exemple, je suis obligé de regarder en arrière, puisque je suis obligé de relire les albums qui sont faits dans un autre format, qu'on appelle la grande collection, et le studio me les envoie pour vérifier les nouvelles couleurs, qui sont beaucoup plus belles et beaucoup plus fines. Et donc je redécouvre des albums que je n'ai jamais lus depuis le début, et je trouve que c'est pas mal. Je parle surtout du texte et du scénario, hein. Parce que le dessin, j'ai toujours des critiques à me faire moi-même. C'est vrai, il y a quelques cases que vous aimeriez retoucher de temps en temps? J'ai toujours dit que j'aimerais pouvoir refaire les premiers albums, mais on m'a déconseillé de le faire parce que paraît-il que les lecteurs tiennent à avoir absolument l'impression première qu'ils ont reçue quand ils ont lu le premier Astérix, bien sûr. Et lorsque vous recevez justement ces formats particuliers où vous redécouvrez les histoires qu'a écrites votre compère Goscinny, est-ce que vous dites « Ah, je me souvenais plus de cette case » ou « Tiens, ce personnage, il est comme ça ». Oui, il y a surtout, j'arrive à rigoler tout seul en apercevant, en lisant des gags que j'avais un peu oubliés. Et je suis bon public avec le travail qu'on a fait. Il faut dire que si j'avais relu ça avant-hier, évidemment, ça repartirait moins. Mais bon, après, disons, 50 ans, si on parle des premiers, 50 ans en arrière, ça fait drôle de pouvoir relire quelque chose
qu'on a dans son subconscient, mais qu'on n'a plus dans le détail, quoi, bien sûr.